Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Divisional Round des playoffs NFL. On a vécu un week-end de wildcard absolument fantastique avec des rebondissements, des surprises, des confirmations aussi. Et aujourd'hui, pour parler des 4 matchs qui vont nous intéresser, j'accueille 3 de nos agents NFL et on va commencer d'abord par Mickaël. Salut Mickaël. Salut Charles, salut à tous. J'ai Damien aussi avec nous. Salut Damien. Salut Charles, salut à tout le monde. Et enfin, on a Lucas. Salut Lucas. Hello tout le monde, salut Charles. Messieurs, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec la première affiche samedi soir. On va le faire dans l'ordre chronologique et on va parler du Rams-Packers au Lambeau Field qui aura lieu samedi à 22h25 de mémoire et qui sera à suivre d'ailleurs sur la chaîne L'équipe en clair pour ceux qui voudraient le regarder. Alors, messieurs, les Rams ont sorti les Seahawks au tour précédent avec une défense absolument fantastique. Ils ont réussi à les maintenir à 20 points et à scorer 30 points, ce qui était plutôt une excellente performance. Alors, je vais vous poser la question suivante et Mickaël, tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que la défense des Rams peut réitérer son exploit et stopper cette fois-ci Aaron Rodgers et Devante Adams? Écoute Charles, moi je pense que oui. On a quand même affaire à la meilleure défense de la ligue, c'est clair. Ils ont été les meilleurs en saison régulière. Ils arrivent en playoff et ils montrent de quoi ils sont capables. Ils ont quand même une ligne défensive qui est assez hallucinante avec un Aaron Donald qui est juste l'un des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur en NFL. Et le backfield défensif est aussi très très bon, avec des corners très très bons comme Jalen Ramsey. Donc à contre-cœur, parce que tu sais que j'affectionne les Packers, à contre-cœur, je dirais que oui, ils en sont capables. Et c'est vraiment à contre-cœur que je dis ça. Non, je suis plutôt d'accord. Ils ont fait un match assez vraiment solide défensivement. Et puis Aaron Donald, bon, à un moment donné, faut poser aussi les mots. C'est un futur Hall of Famer, très clairement à son poste. Et voilà. Et à mon avis, les Packers auront un sacré challenge, je pense. Damien, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bon, la défense des Rams est extraordinaire, c'est certain, mais je suis pas très inquiet bizarrement pour ce match et pour Aaron Rodgers et pour Davante Adams. Je pense qu'ils vont leur marcher dessus, tout simplement. Et la pression de la défense des Rams, elle est beaucoup plus supportable pour la ligne offensive des Packers et beaucoup plus supportable pour Aaron Rodgers que pour Russell Wilson. Aaron Rodgers, il a été beaucoup moins inquiétant cette saison que Russell Wilson, qui avait très bien commencé, mais qui au final n'avait pas si bien fini que ça. C'est une surprise, mais pas tant que ça au vu des performances des Seahawks. Ouais. Non, je pense que je suis pas très inquiet pour les Packers, honnêtement. Et par contre, j'ai hâte de voir le match-up dans le backfield, dans le secondary entre Davante Adams et Jalen Ramsey. Je pense que ça va être absolument extraordinaire. Ah ouais, je suis assez d'accord. Et à mon avis, Lucas, tu voulais réagir peut-être là-dessus d'ailleurs? Ouais, exact. Ça va être forcément une clé de ce match. Moi, j'ai envie de rappeler quand même que les capacités de la défense des Rams, hein, je pense qu'ils sont capables. Je comprends qu'il y a encore quelques semaines, on puisse émettre des doutes. Maintenant, ils ont prouvé semaine après semaine, et encore là en playoff, qu'ils avaient le niveau pour stopper à peu près n'importe qui. Ils sont aussi bons sur l'aspect stratégique et de la mise en place du jeu que dans l'exécution. Ouais, ça semble compliqué. C'est quand même une montagne, c'est un gros morceau. De les voir évoluer en bloc comme ça sur le terrain, on a l'impression qu'ils sont 12 ou 13, tellement peu de solutions s'offrent à leurs adversaires. Ouais, carrément. Et on sait que forcément, ça peut perturber Rodgers. Et moi, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que la pression des Rams, elle vient la plupart du temps à 4 rushers. Ils sont que 4. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes en couverture derrière. On sait que certaines équipes, elles aiment rajouter un rusher qui blitz en dehors de la D-line. Donc, c'est pas ce qui se passe avec les Rams. Donc, ils ont un backfield qui ne perd pas un joueur en couverture. Et c'est important face à Rodgers parce qu'on sait que même sous la pression, Rodgers est capable de distiller des passes absolument fantastiques. C'est une particularité qui est la D-line et le backfield.
et qui, pour moi, peut poser de gros problèmes à Rodgers. Et Damien parlait de la O-line. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu leur left tackle David Bakhtiari. Ouais, ça va être compliqué, surtout qu'en plus, je reviendrai après tout à l'heure, mais le secteur intérieur de la O-line des Packers est très jeune. Et je pense pas qu'ils aient souvent eu affaire à un joueur du calibre de Aaron Donald. Donc ça va être compliqué. Michael, tu voulais réagir? Ouais, ben j'allais exactement dire ce que vient de dire Lucas. Il ne faut pas oublier que les Packers n'ont pas David Bakhtiari pour ce match et c'est Ouais. quand même une grosse perte sur la O-line. Après, la vraie question aussi, c'est à quel niveau va être Aaron Donald. Il ne faut pas oublier qu'il s'est blessé aux côtes lors du dernier match. Donc ils en parlaient cette semaine. Ils disaient qu'il a très mal, il sera là, il va jouer, ça c'est sûr, mais il sera pas à 100%. Donc après, on sait très bien qu'un Aaron Donald à 80% reste meilleur que tout un tas de joueurs à son Exactement, oui. poste, ça c'est Exactement. clair, mais il sera pas non plus à 100% de ses capacités. Lucas, tu es d'accord avec ce que vient de dire Michael? Ouais, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. On a encore des doutes. Il y a McVay qui a dit qu'il serait là. Après, avec comment dire, qu'est-ce qui va le ralentir? Est-ce que Mm. vraiment sa blessure va le faire souffrir? Parce qu'on l'a vu Ouais. grimacer fortement sur le bord du terrain, donc on ne sait vraiment pas si ça va tenir. Moi, je pense, de toute façon, dans des conditions comme ça, où c'est peut-être le dernier match de la saison, il faut tout donner. Et puis de toute façon, il sait qu'il aura une off-season pour se reposer. Moi, si juste je voudrais rajouter une petite stat que j'ai vu passer et qui prouve l'imperméabilité de cette défense, c'est que les Rams, ils n'ont concédé aucun touchdown de plus de 20 yards cette saison. C'est totalement fou, surtout. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Rodgers, c'est un petit peu son péché mignon, les, euh, les Les big longues plays passes. lancés down the field, là. Et c'est ce qui a fait un petit peu aussi sa legacy, c'est ces longues passes. S'il n'a pas cette arme-là, ça peut être aussi un match totalement différent pour les squads offensifs des Packers. Damien? Oui, je vais rebondir sur autre chose. Je m'inquiète pas pour Aaron Rodgers, je vais pas le redire. Je pense que je suis tout à fait d'accord sur la défense des Rams. Je le vois tout à fait capable d'être à la hauteur du match, de lancer des bonnes passes, des longues passes, et ça va être difficile, c'est sûr, mais je m'inquiète pas pour lui. Par contre, il y a une chose pour laquelle je m'inquiète pour les Packers, c'est la défense contre la course. Ils sont 28e en NFL contre les running backs. Et le running back des Rams est en très grande forme. Il a très bien porté l'équipe lors du dernier match. Ça peut être quelque chose qui peut venir embêter cette équipe des Packers, parce que si le jeu de course fait durer, alors on pourrait moins voir Aaron Rodgers, donc ça peut être un problème. Absolument. Absolument. Lucas, oui, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ouais, bah moi le match, j'ai envie de le voir un peu comme le match face aux Seahawks, hein. Si la défense parvient à un petit peu mettre la main mise sur l'attaque, de l'autre côté, quand c'est la Rams qui sont en attaque, je pense que c'est plus le jeu de course qui fera la différence que je sais pas. C'est pas encore qui sera titulaire au poste de QB. Un Wolford qui, on n'a pas trop de news sur l'évolution de sa blessure au cou, et un Jared Goff qui, son pouce, le fait encore défaut. Comme l'a dit Damien, s'il n'arrive pas à réguler ce Cam Akers qui est sur un nuage depuis le match contre les Patriots, c'est peut-être lui aussi qui va refaire encore basculer la balance côté Rams. Attention à ça. Michael? Après, pour moi, effectivement, la défense des Rams, c'est, comme je disais, l'une des meilleures de la ligue. Maintenant, il faut être clair, Rodgers, c'est aussi l'un des meilleurs quarterbacks de la dernière décennie. Je pense que s'il est au niveau, les Rams le stopperont pas. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il sera au niveau? Il a plutôt été décevant, je trouve, tout au long de sa carrière en playoff. Il a joué qu'un seul Super Bowl, alors il l'a gagné, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas le quarterback qui a porté son équipe plusieurs fois au Super Bowl durant sa carrière. Donc c'est vrai que les playoffs pour Aaron Rodgers, c'est quand même un peu l'épine qui lui reste dans le pied et qu'il va peut-être s'enlever cette année. Mais jusqu'à présent, en tout cas, moi je l'ai pas trouvé hyper convaincant dans ses saisons en playoff. Oui, Damien, tu voulais réagir? Oui, enfin, si c'est pas cette année, je sais pas quand est-ce que ça sera. Il est
il est incroyable cette année. C'est 48 touchdowns, le meilleur de la ligue. 5 petites interceptions, personne n'a fait mieux. Je veux dire, il est incroyable. Il est incroyable. Et je pense qu'il comprend que ça commence à être la fin, qu'il y a aussi la pression derrière avec des jeunes quarterbacks, avec un Jordan Love qui existe, hein, même si on l'a un petit peu oublié. Et ça doit le pousser, c'est sûr, ça doit le pousser à être le quarterback extraordinaire qu'il est et qu'il n'arrive pas toujours à mobiliser, comme tu l'as dit, Michael, je suis d'accord, hein. Mais je crois en lui pour ce match et vraiment, je pense qu'il va être à la hauteur du rendez-vous. En fait, vous m'avez un peu spoilé les questions suivantes que j'allais vous poser, parce que justement, je voulais vous demander si la legacy d'Aaron Rodgers n'était pas un petit peu en jeu quand même dans ce match, et que en cas de victoire, bon, on continue et il a de nouveau sa chance en finale de conférence. Mais si jamais ils sont amenés à perdre face aux Rams, est-ce que il sera toujours cantonné à un seul Super Bowl, comme Michael a dit, et il ne sera pas dans ce club, on va dire, des quarterbacks à plusieurs Super Bowls? Lucas, tu voulais peut-être rebondir là-dessus? C'est compliqué de. Je dirais oui et non, parce que cette année, il va sûrement lui rapporter un autre titre d'MVP, hein, donc ça sera 3 ou 4e, il me semble. C'est pas forcément courant, donc son empreinte sur la ligue ne sera pas différente sur ce plan-là. Après, il y a aussi ce petit truc Rodgers n'a qu'une seule bague, comme l'a dit Michael. C'est peut-être le seul point noir qu'il y a sur sa carrière, avec aussi un record en playoff de seulement 18, hein, donc 10 victoires pour 8 défaites. C'est pas parfait malheureusement. Il y a eu aussi quelques trous d'air. On se souvient l'année dernière la leçon subie face aux 49ers. Si ça continue dans ce plan-là, sur son impact à faire gagner des titres, la comparaison avec Brady était bien compliquée, mais là, je pense que s'il ne va pas au bout cette année-là, je pense qu'il n'y aura plus vraiment de débat. On sait qu'on avait bien pimenté un peu le débat entre qui est le meilleur entre Rodgers et Brady. Je pense qu'en cas de non-victoire cette année, la comparaison sera plus compliquée forcément. Oui, mais même en cas de victoire, hein, pour moi, la question se pose même pas. Michael? Pour moi, pour répondre à ta question, je pense que sa legacy, elle est en jeu, pas que sur ce match, hein, c'est sur cette saison, hein. Il a 37 ans, Rodgers. Il est temps pour lui d'aller chercher d'autres bagues s'il veut, compléter le palmarès, parce qu'il lui reste pas non plus 36 000 saisons à jouer. En plus, tu l'as dit, Jordan Love a été drafté, donc je pense que les Packers regardent aussi déjà vers l'avenir. Rodgers a répondu présent, hein, il a fait sa 9e saison au-delà de 4 milliards cette année, donc c'est quand même un truc hallucinant. Maintenant, c'est clair que lui-même répondait en interview il y a quelque temps sur le débat du GOAT et il disait que, alors évidemment, sur le débat des titres, il n'est pas dedans, mais que sur la question de qui est le meilleur lanceur, lui, il se considère dans la discussion. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'il doit le prouver. Je pense qu'il doit prouver qu'il est l'un des meilleurs de tous les temps et ça passe aussi par les titres. Il faut gagner pour montrer qu'on est le meilleur. En plus, il joue au poste clé en football américain. Il est le quarterback, donc il doit être le leader de son équipe et il doit la porter et la faire gagner. Je pense que c'est bien des titres, d'avoir des titres de MVP. Maintenant, il faut plus et les fans attendent plus. Les fans attendent clairement plus de lui. Tout à fait. Et quand il avait effectivement eu pendant cette interview vidéo où il avait dit que oui, si on regardait l'ensemble de ses stats, des saisons régulières, etc., il était largement dans la conversation pour la conversation du GOAT. Il sera Hall of Famer sans aucun doute. Maintenant, le problème, c'est qu'on regarde aussi le nombre de bagues qui sont au doigt et la seule bague fait pas tâche, mais un petit peu, même ne serait-ce que par rapport à Brett Favre. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match avant qu'on passe aux Bills Ravens? Lucas? Ouais, moi j'aimerais bien souligner quelque chose qu'il faudra garder à l'œil pendant ce match. On en a parlé, il y a le duel Cam Akers face à la défense contre la course des Packers. Il y a aussi, on en a parlé rapidement, Adams face à Jalen Ramsey. Mais moi, ce que j'aimerais souligner, comme j'avais parlé tout à l'heure, c'est Aaron Donald face au joueur de deuxième année, c'est Jenkins, hein, le garde gauche. C'est un joueur qui est dans sa deuxième année, comme j'ai dit, qui fait une très bonne saison, qui n'a accordé qu'un seul sac.
Mais s'il se fait prendre par Aaron Donald et ce qui risque d'arriver, je pense que le plan de jeu des Packers risque de changer fortement parce que Aaron Donald, on sait qu'il est aussi bon contre la course que contre la passe. Je pense que c'est un truc qu'il va falloir regarder, ce duel entre Donald et ce jeune joueur. Ce qui va être aidé aussi par, on sait qu'il est souvent pris en double team, triple team. Ouais, l'intérieur de la ligne offensive des Packers va avoir un très gros boulot parce que un joueur qui met la pression sur les côtés, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir. Et quand on a un buffle comme Aaron Donald qui vient de l'intérieur de la ligne défensive, la pression se fait beaucoup plus ressentir. Donc évidemment, c'est un truc à garder un œil dessus. Vos pronos, messieurs, qui veut commencer? Damien? Ouais, bah, les Packers, hein, je pense que on l'a compris, hein, avec ce que tu dis jusque-là, j'ai aucun doute. Je pense pas que les Packers comptent sur le fait que la ligne offensive va particulièrement bien tenir face à Aaron Donald. De toute façon, qui a bien tenu face à Aaron Donald? J'arrive pas à Oui. trouver là, comme ça. Oui, personne. Donc, Aaron Rodgers est tout à fait capable d'aller courir, d'aller passer sur pas courir comme Mahomes, comme Lamar Jackson, c'est pas ça la question, mais de se décaler, de gagner quelques petits précieux secondes, quelques petits précieux yards pour pouvoir lancer. Et non, Packers, 100%, aucun doute. Lucas? Moi, encore une fois, je vais croire en l'upset des Rams. Je sais pas, cette défense me fait penser qu'ils sont capables d'aller contenir la meilleure arme de cette équipe des Packers, c'est l'attaque, hein, la meilleure escouade. Moi, j'ai envie d'y croire, hein. Il y a plusieurs petits points dont on a parlé, que si les Rams arrivent à gagner ces petites batailles, il y a moyen qu'ils renversent les Packers. Et on le sait, hein, les plus gros upsets se créent durant les divisionales. Les Rams ont toutes leurs chances dans cette confrontation. Et Mika? Moi, je vais dire les Packers parce que j'ai envie de croire aux Packers et à Aaron Rodgers. Et pour moi, la clé du match, ça va se jouer sur les seconds couteaux, en particulier Robert Tonyan et Marquez Scantling, pardon. Je vote Packers aussi. On va enchaîner avec le deuxième match et Bills-Ravens. Alors, petite info météo, je vais faire ma Evelyne Delia pour ce podcast. 40% de chance qu'il y ait de la neige à Buffalo ce samedi soir. Compte tenu de ça, est-ce que Lamar Jackson va pouvoir autant courir que face aux Colts? Damien? Ça va être très difficile, c'est certain. Maintenant, passer sous la neige, c'est compliqué aussi, donc dans tous les cas, ça va être difficile et je pense qu'il va beaucoup s'appuyer sur son tight end, Mark Andrews, qui est vraiment qui est sa valeur sûre. C'est ça, à chaque fois qu'il est un petit peu dans une situation un peu difficile, un petit peu en difficulté, qu'il peut pas courir, que Marcus Brown n'est pas démarqué, il mise sur lui et je pense qu'il va être encore très, très important pour lui pendant ce match. Mais je pense qu'il va courir et ça va être intéressant de voir comment il va gérer tout ça. Lucas? Pour moi, il peut courir sans problème, hein. On sait que c'est un athlète hors norme, il l'a encore montré ce week-end. Après, je pense que c'est la physionomie du match, hein, qui va faire en sorte qu'il court plus ou moins, qu'on l'utilise plus ou moins à la course. Si les Bills parviennent à enflammer le match à la passe, faudra les rattraper. Et évidemment, ça passera par un Lamar qui devra faire beaucoup plus de passes. A contrario, si c'est la défense des Ravens qui prend le dessus, je pense qu'il faudra courir beaucoup, comme il sait le faire. Et je pense que Lamar n'aura pas de problème à rouler sur Buffalo. Et on sait, avec Dobbins et Edwards, ils forment un groupe de coureurs compliqués à arrêter et toujours incisifs. Donc, est-ce qu'il peut courir? Oui. Est-ce qu'il va le faire? Ça dépendra du match, évidemment. D'autant plus que quand on regarde le match face aux Colts, les Colts ont quand même ont réussi à courir 163 yards durant la rencontre. Donc c'est quand même aussi un élément à prendre en compte face à peut-être la meilleure armada de running back que la NFL peut compter, et avec un quarterback aussi mobile que Lamar Jackson. Donc Mika, toi, tu vois comment ce match? Un peu pareil. Après, moi, je pense que les Bills n'étaient pas préparés de la même manière face aux Colts que face aux Ravens.
Là, tu sais que les Ravens vont courir, tu sais qu'ils vont miser là-dessus. Donc, je pense que le plan de jeu est pas le même. On parle de Lamar Jackson, je pense qu'on oublie aussi, alors Lucas les a cités, mais Gus Edwards et J.K. Dobbins qui peuvent aussi courir. Après, l'élément de la météo, je pense, va être clé. Parce que s'il neige, c'est clair que le match va s'orienter vers du jeu de course. Et moi, je vois les Ravens plus forts que les Bills à ce petit jeu-là. Moi, je suis pas sûr justement que les Bills arrivent à installer un jeu de course. Et là, je parle même en général, hein, qu'il neige ou pas. Je suis vraiment pas sûr que les Bills arrivent à installer de la course. Et je pense que c'est quand même un élément clé dans ces matchs-là où tu veux contrôler le match, contrôler le chrono aussi. Et ça, je suis vraiment pas persuadé que les Bills puissent le faire. Après, une chose est claire, si le match prend feu en attaque et que Josh Allen est à son niveau, ce sera très compliqué pour la défense des Ravens. Damien? Oui, j'allais justement rebondir là-dessus. Je trouvais la défense des Ravens particulièrement impressionnante en wildcard. C'est vraiment, je trouvais ce qui est ressorti du match plus que tout. Ils ont complètement arrêté Derrick Henry, 40 yards à la course. C'est terrible. C'est quasiment jamais vu, je veux dire. Ils sont très très bons. Il y a l'interception qui est venue au bon moment sur Ryan Tannehill, qui n'est pas un quarterback qui lance énormément d'interceptions. C'est plutôt quelqu'un de très stable, sur qui on peut miser, on peut compter, quoi. Donc c'est le gros avantage des Ravens, et c'est encore la défense dans un moment pareil, avec de la neige. Donc ça va être très très important. Et le jeu de course des Bills est inquiétant. En plus, Zach Moss ne sera pas là. Non, c'est inquiétant. C'est un point qui m'inquiète pour eux et qui, je pense, va leur faire défaut. Lucas? Ouais, c'est ça. En fait, je pense pas que les Bills soient capables de ralentir les Ravens, parce qu'on sait que s'il faut les ralentir, il faut les mettre forcément sur la touche. Avec un jeu trop poussif, un jeu de course trop poussif, ils ne seront pas capables de priver les Ravens de ballon. Et puis de toute façon, on sait que leur ADN, c'est ce jeu très explosif, hein, avec des drives qui ne sont pas forcément très très longs. Je ne pense pas que de ce côté-là, les Bills puissent, encore une fois, comme contre le match face aux Colts, il ne faut pas compter sur ce jeu à la course pour faire gagner ce match-là. Ce match-là, il va se gagner quand les Bills seront en attaque, mais surtout à la passe. Et en défense, il va falloir montrer un bien meilleur visage, parce que contre les Colts, ça a été compliqué jusqu'au bout. Ouais, ils avaient très peu de first down. Ils ont eu un peu de mal, même si ils ont eu juste on va dire un drive d'ajustement avant de lancer le premier touchdown. Mais effectivement, les Bills ont eu quand même quelques difficultés, et je pense qu'il n'a pas fallu grand-chose. Il n'aurait pas fallu grand-chose aux Colts pour ne serait-ce qu'égaliser et aller chercher une prolongation durant laquelle ça aurait peut-être pu tout changer. Donc ils se sont peut-être fait un petit peu peur. Ils ont peut-être eu aussi en mémoire ce qui s'était passé l'année dernière, où ils s'étaient fait sortir par les Texans pendant le tour de wildcard. Donc peut-être que là, ils vont être aussi un peu libérés de la pression. Ils sont allés un peu plus loin que l'année dernière. Donc est-ce que la Bills Mafia va être de nouveau là? Donc la météo, la Bills Mafia, et peut-être un petit peu plus de confiance pour Josh Allen, même si je pense qu'il n'en a pas besoin. Lucas, Ouais, tout ce que tu dis, c'est exactement ce que je pensais, mais moi, je voudrais juste rebondir sur un autre point. Durant ce match-là entre les Titans et les Ravens, on a vu la ligne offensive des Ravens prendre l'eau de toutes parts face à une équipe des Titans dont le pass rush était vraiment pas leur point fort. Attention aussi à ça, parce que si on met pas Lamar Jackson dans de bonnes conditions pour passer, alors qu'on sait que c'est pas forcément non plus son aspect du jeu de prédilection, il va falloir aussi réussir à le mettre, lui donner des lancers confortables, à ne pas le mettre sous pression, à ne pas le faire peur dès qu'il aura le ballon. Ça aussi, ça va être un match-up important entre la D-line des Bills et la ligne offensive des Ravens. Damien, tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord, et au final, je me dis, en t'écoutant justement, Lucas, je me dis au final, est-ce que c'est pas les conditions idéales pour Lamar Jackson, hein, parce que il va devoir miser sur ses qualités plutôt que sur ses défauts, hein, et ça va pas être un match où on va l'attendre, on va attendre de lui qu'il fasse des longues passes, qu'il soit décisif à la passe, etc., etc. Je veux dire,
c'est la neige, les conditions difficiles, ça favorise la course au final, et c'est là que ça se joue. Donc au final, c'est peut-être une bonne chose pour lui. Est-ce que vous avez quelque chose à peut-être à ajouter, un point de vue, un point de vue autre sur ce match, ou est-ce que je vous demande qui va l'emporter et qui avancera au prochain tour? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, je vais répondre à ta question du coup. Moi, je vois les Bills passer une nouvelle fois. Voilà, comme je l'avais dit au dernier podcast, je trouve des similarités entre les Bills de 2020 et les Chiefs de 2019. Pour moi, il y aura peut-être un match qui va se dénouer dans le troisième quart-temps. Il y aura peut-être quelques turnovers qui seront inattendus du côté des Bills, parce que cette défense des Ravens, comme l'a dit Damien, est impressionnante. Après, pour moi, je vois pas comment les Ravens pourront se sortir de ce piège Bills si jamais le match venait à s'enflammer un peu à la passe. Et ouais, pour moi, les Bills sortiront vainqueurs. Michael? Écoute, pour moi aussi, moi je vois les Bills. Malgré que je pense que ça va être très serré, la météo va avoir une importance clé. Mais malgré tout, je sais pas, je sens que c'est un peu l'année de Josh Allen. Et toi, Damien? Je vais aller contre vous. La défense des Ravens m'a terrifié. Et je pense vraiment qu'ils peuvent aller loin. Et je pense qu'il y a eu un déclic pour eux, ce match de wildcard. Et je crois vraiment à Lamar Jackson sur ce match-là. Et puis bon, il va y avoir de la neige, c'est clair, mais Baltimore, c'est pas non plus Miami. Je veux dire, ils ont l'habitude des conditions météo un peu difficiles. Pas non plus la neige de Buffalo, mais quand même, c'est pas non plus un endroit chaud. Donc je m'inquiète pas énormément. Très bien. Moi, je sais pas encore. Je suis un petit peu partagé. J'avoue que les Bills, bon, Josh Allen me surprend de semaine en semaine, même si je devrais sans doute pas. Et les Ravens ont vraiment capitalisé sur leur momentum et sur très bonne fin de saison régulière qu'ils ont faite. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer? Est-ce que Lamar Jackson va aller chercher sa deuxième victoire en playoff? Je vois bien un gros festival offensif malgré la météo. Je sens bien ce match un peu partir n'importe comment, comme on avait pu avoir certains matchs la saison dernière. Donc, ouais, un match qui part un peu dans tous les sens, et puis au final, les Bills qui passent. Parce que j'ai bien envie de voir un Chiefs-Bills quand même en finale de conférence. Du coup, transition toute trouvée via moi-même, c'est génial ça. Kansas City Chiefs contre les Cleveland Browns. Les Browns qui ont éliminé à la surprise plus ou moins générale les Steelers de Ben Roethlisberger. Alors, Damien, est-ce que ça va être la fin de l'aventure pour Cleveland? Ça va être difficile. Ça va être difficile je crois pas que ce soit un cadeau pour les Chiefs, au final, de jouer les Browns, et vice versa évidemment. Jouer les Chiefs, c'est jamais un cadeau, personne n'a envie de les affronter. Mais bon, voilà. Bon, Mahomes, c'est comme Aaron Rodgers, il est sur un nuage, hein, cette saison. C'est 69 actions de plus de 20 yards. Voilà. Bon, c'est exceptionnel. Maintenant, il va falloir que la défense des Browns fasse un très bon match, et un match peut-être très différent aussi de celui contre les Steelers, parce que Mahomes est complètement opposé à Ben Roethlisberger. Je veux dire, ils ont réussi à lui mettre une pression terrible, ça a marché. Derrière, il y a eu des interceptions. Bon, ils vont mettre de la pression à Mahomes, mais la pression à Mahomes, ça lui fait pas plus peur que ça. Il va bouger, il va se décaler, et il va falloir assurer derrière. Bon, normalement, il y a Denzel Ward qui revient, le cornerback des Browns, qui était sur la liste Covid, donc ça, c'est Oui, plutôt une bonne chose. Ils vont avoir exactement. besoin de lui. Ils vont avoir très besoin de lui même. Et non, mais ça va être un gros test défensif plus qu'offensif, je pense, pour les Browns. Michael, ton avis là-dessus? Moi, je dirais que surtout, ils vont pas avoir un deuxième match avec comme ils ont eu face aux Steelers, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas un premier quart-temps comme ont pu faire les Steelers. Il n'y aura pas autant d'erreurs de commises, ça c'est sûr. Je pense que ça t'arrive une fois et ils tombent sur une très très grosse équipe des Chiefs.
comme disait Damien, Mahomes est juste phénoménal là depuis l'année dernière. Et moi, personnellement, je ne vois pas les Browns passer. C'est sûr que ce ne sera pas un cadeau pour les Chiefs, mais si le match démarre dans le bon sens, je pense même qu'il y aura un gros écart à la fin entre les deux équipes. Je pense que les Chiefs vont leur rouler dessus. Lucas? Ouais, moi j'ai peur que l'aventure des Browns s'arrête là. On a adoré les voir progresser tout au long de l'année. On a adoré voir ce match totalement fou la semaine dernière. Mais là, affronter la montagne Kansas City, ça va être compliqué. À partir du moment où un joueur à lui seul peut faire basculer la rencontre, ça devient tout de suite plus délicat. En plus de ça, on sait que le point fort de Kansas City se calque parfaitement sur le point faible de Cleveland. Hein. Leur backfield défensif est peut-être le moins bon de ces playoffs. Mais ils ont une bonne ligne défensive qui parvient quand même à camoufler ces petites lacunes. Attention aussi parce que le head coach de Kansas City, Andy Reid, est l'un des coachs, les meilleurs coachs après une bye week. Hein. Donc il sait négocier ça, il sait préparer des gros matchs, surtout quand on lui offre en plus de ça une semaine de repos. Ça peut faire la différence évidemment. Après, pour les Browns, s'ils veulent espérer exister dans ce match, il faudra évidemment faire couler le chrono le plus possible. Avec le monstre à deux têtes, Nick Chubb et Hunt, on sait qu'ils sont capables de courir sur les Chiefs sans grand problème. Dans le fond, je pense que le facteur sera surtout de négocier les drives et de marquer sur la plupart. Ça va être important de scorer, surtout de ne pas offrir de cadeaux à Mahomes, d'erreurs bêtes qui pourraient placer Mahomes dans une bonne position. Mais même comme ça, même en scorant sur tous leurs drives, on sait que Mahomes peut faire une remontée folle au 4e quart-temps. Ça va être compliqué. Par contre, moi, s'il y a un truc qui peut être bénéfique aussi pour les Browns, c'est le momentum qu'ils ont. Hein. Une victoire historique en playoff, face aux rivaux, on sait qu'il y avait de la tension. Je pense qu'ils sauront mettre le supplément d'âme de leur côté de l'équation. Et ça peut faire quelques différences sur quelques actions. Mais ça risque d'être compliqué. Moi, j'ai peur pour les Browns. Tu mentionnais la partie du jeu de course pour les Browns qui sera forcément un facteur important pour eux. Il y a une stat assez incroyable. Donc déjà, durant toutes les saisons où Mahomes et Reid ont été associés, les équipes qui ont dû battre les Chiefs devaient marquer au minimum 30 points. Voilà, déjà ça pose un petit peu les bases. Quand vous affrontez les Chiefs, si vous voulez les battre, il faut en coller au minimum 30. Et parlez-en aux Texans, ça suffit pas. Et en plus, les équipes qui ont battu les Chiefs cette saison ont couru au minimum 164 yards face à cette défense des Chiefs. Donc, ouais, Nick Chubb et Kareem Hunt auront un gros rôle à jouer. Et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Michael. Est-ce que tu penses que ce jeu de course va être important pour les Browns? Oui, je pense qu'il va être important. Après, les Browns ont les joueurs pour courir hein, avec Nick Chubb et Kareem Hunt. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, moi, le plus important, Lucas l'a souligné, c'est la défense. Il ne faut pas oublier quand même que Big Ben leur a passé 501 yards à la passe. Alors, même s'ils avaient de l'avance, même si tout ça, le chiffre est là. Et face à Mahomes, ce genre de stats, ça pardonne pas. Il va s'amuser avec leur défense. Donc, même si effectivement le jeu de course sera important, ça peut aussi leur permettre de contrôler la possession du ballon et d'éviter justement que les Chiefs aient trop le ballon. Mais pour moi, oui, si ça ne resserre pas derrière, Mahomes va se balader. Damien, ton avis là-dessus? Oui, je suis tout à fait d'accord sur ça. Et j'aimerais vous ramener, puisqu'on parlait des 501 yards de Big Ben et ses 68 tentatives, j'aimerais vous ramener en 2016 sur les terrains de football universitaire avec Texas Tech contre Oklahoma, avec Patrick Mahomes contre Baker Mayfield. Et dans ce match, Patrick Mahomes a tenté 88 passes pour 734 yards et 5 touchdowns. Et Baker Mayfield a tenté 36 passes, 27 réussis, 545 yards et 7 touchdowns. Voilà. Ça va pas se passer comme ça, je pense, en playoff, c'est certain. C'est dommage. Ce serait incroyable. Incroyable.
Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ça quand je les revois s'affronter dans un moment pareil. Ça va être hyper excitant de les voir s'affronter parce que le jeu de course va être important. Mais le jeu de course va justement permettre aussi à Baker Mayfield d'être efficace en play action. Il va falloir derrière que le secondary des Chiefs, qui a été plutôt correct cette saison, fasse encore un pas au-dessus parce qu'il va être très difficile à défendre. Ils ont une confiance extraordinaire. Au final, ce bye week, bon, Andy Reid c'est sûr, il va se préparer à ce jeu de course. Mais on se demande parfois si c'est un avantage ou un inconvénient parce que l'équipe qui sort d'un wildcard comme celui des Browns en ayant battu les Steelers, les Browns, ça a toujours été impossible d'égaler les Steelers. C'était la grosse équipe depuis tellement d'années. Ils sont mais survoltés, surboostés. Je veux dire, c'est pas un avantage pour Kansas City là, de les jouer maintenant, ça c'est clair. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je voulais rebondir. Tout ce qu'a dit Damien, je suis complètement d'accord. J'aime aussi la comparaison faite avec le match de college de 2016. C'est vrai que c'était un match, je crois que c'est un des matchs de tous les records hein, pour la Il me NCAA. semble aussi. Hein. Mais moi, je voulais revenir au jeu de course. Hein. On sait que c'est la véritable colonne vertébrale du plan de jeu des Browns. Forcément, ça va les faire avancer sur le terrain, ça va faire couler le chrono, mais ça va aussi mettre, comme l'a dit Damien, Baker Mayfield dans les meilleures conditions. Quand les Browns appellent des play action, c'est là où Baker Mayfield est le meilleur, c'est là où il est capable de faire la différence. Oui. Après, mettre un jeu en course en place, c'est bien beau, mais je pense que le match va surtout se gagner quand Cleveland sera en défense sur le terrain face à Mahomes et ses fusées en guise de receveur, parce que si on n'arrive pas à les stopper, on l'a vu cette année, il pourrait y avoir la pire défense de la ligue du côté de Kansas City, que Mahomes serait capable de remporter pas mal de matchs quand même. Ouais, ça va être compliqué pour les Browns. Ouais, ils dégagent une espèce de sérénité, les Chiefs, tout au long de la saison. On a l'impression que d'être mené de 15 points, bon, c'est pas très très grave. Hein. De toute façon, on a Mahomes, on a Tyreek Hill et puis on a Travis Kelce. Ça va aller. Et puis bon, il y a Clyde Edwards-Helaire aussi. Et puis bon, il y a encore machin et puis machin et machin. C'est ça, on a l'impression qu'ils sont même meilleurs quand ils sont menés au score à la mi-temps. Et je sais pas, pour rajouter un peu de piment, ça les amuse peut-être de les remontada au 4e quart-temps comme ils l'ont fait. Bon, les gars, on va commencer avec un déficit de 15 points parce que sinon, c'est trop facile. C'est ça. Michael? Après, c'est pareil, hein, le jeu de course des Browns, ok, on sait qu'ils en sont capables et que ça peut leur permettre de contrôler le chrono. Maintenant, tout dépend de la physionomie aussi du match. Hein. Si tu es derrière de 2 possessions, bah, tu vas commencer à être obligé de passer un peu plus le ballon, d'être un peu plus pressé justement par le score, et du coup de faire intervenir beaucoup plus Mayfield sur du jeu de passe. Donc les Browns, ça peut marcher s'ils sont pas pressés au score, s'ils sont toujours collés aux Chiefs. Maintenant, s'ils commencent à accuser un peu trop de retard, ils vont être pris aussi de ce côté-là et ils seront obligés de limiter un peu plus le jeu de course et de passer beaucoup plus par la passe. Complètement, absolument, absolument. Et Mayfield sous pression, généralement, c'est pas forcément un très bon signe. Quand il est précipité pour faire ses choix, c'est un peu plus brouillon. Là, on l'avait vu tout au long de la saison régulière. Donc, le score aura son importance, évidemment. Messieurs, est-ce que les Chiefs on va assister à un blowout samedi, Michael? Ouais, Dimanche, d'ailleurs, pardon. pour Dimanche. moi, ouais. Les Chiefs, tranquillement. Damien? Un blowout, je pense pas. Je pense que ça va pas être serré non plus, mais ça va pas non plus être si fleuve que ça. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois, mais bon, je m'inquiète pas pour eux, ils vont gagner, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Lucas? Non, pas de blowout dans la mesure où les Browns sont en totale confiance et je pense pas qu'ils pourront se faire rouler dessus comme ça. Après une victoire facile de peut-être 2 possessions pour les Chiefs sans problème. Mais pas de blowout de mon côté, mais des Chiefs qui gagnent sans vraiment être inquiétés. Moi, je vois les Chiefs aussi. Je les vois même aller. On en parlera dans les futurs épisodes quand on passera au final de conférence et puis pour le Super Bowl. Mais ouais, cette sérénité
Pour moi, c'est la marque des très grandes équipes et c'est ce qu'est Mahomes et c'est ce que sont les Chiefs cette année encore. Dernier match, messieurs, le Papy Game, le Veteran Game, tout ce que vous voulez. Tom Brady qui poste, je ne sais pas si vous avez vu sur son compte Twitter cette image de lui et Drew Brees en papy chauve avec des lunettes, une grosse barbe, avec le logo de la chaîne American History. Michael, avant de préparer l'émission, m'a donné des petites stats assez intéressantes et assez marrantes sur ces deux quarterbacks absolument de légende. Combinés, alors attention, tenez-vous bien, combinés, c'est 13 920 passes complétées, c'est 159 562 yards, je vous laisserai faire la conversion en kilomètres, et c'est 1152 touchdowns à la passe. C'est purement du délire. Quand Mickaël m'a envoyé les stats et que je les ai renotés, j'ai tout bonnement halluciné. Ça va être un match incroyable, on espère. Les deux équipes se sont rencontrées en début de saison. À chaque fois, les Saints ont gagné. Et la dernière fois, c'était lors de la Week 9. Et les Saints avaient gagné à Tampa Bay 38-3. Alors, Mickaël, jamais 203? Bah écoute, je crois beaucoup aux Saints cette année. De tout ce que j'ai vu d'eux, je trouve que c'est une équipe qui est très très bien équilibrée. L'une des équipes les mieux équilibrées, je trouve d'ailleurs, de ces playoffs, aussi bien en attaque qu'en défense. Et on a beaucoup parlé d'ailleurs du jeu de course dans les matchs précédents, et je pense que le jeu de course ici va aussi avoir son importance, même si on a deux quarterbacks exceptionnels. Parce que les Bucks, quand même, j'ai des gros doutes sur leur capacité justement à poser du jeu de course. Et je pense que le jeu va vraiment essentiellement reposer sur Brady. Alors il y a pire, hein, c'est clair comme scénario, mais je pense que ça peut leur jouer des tours d'être justement trop prévisible de cette façon-là. Après, on connaît Brady, on sait que en playoff, c'est un monstre. Il veut en plus prouver qu'il est capable de gagner en dehors des Pats. Donc, et sans Belichick. Donc, je pense qu'il a une grosse rage. Il veut aller chercher cette bague. Mais je le vois pas passer cette fois-ci. Je pense que les Saints seront plus forts. La petite stat aussi sur les équipes qui se sont rencontrées deux fois pendant la saison régulière et ensuite en playoff. C'est arrivé 21 fois et il y a 14 fois, l'équipe qui avait gagné deux fois en saison régulière s'était imposée. Donc il y a aussi la partie statistique qui rentre en ligne de compte et du coup ça donne un avantage aux Saints. Damien, Drew Brees et son armada sera plus forte que Antonio Brown, Chris Godwin et Tom Brady? Je pense, oui, je pense. Maintenant, les stats, je vais revenir sur les stats tout à l'heure. Je pense il faut se poser 5 minutes et apprécier quand même la chance qu'on a d'avoir Tom Brady à 43 ans, Drew Brees aussi, qui sont absolument incroyables cette saison, qui défient les années, qui défient l'âge et qui montrent qu'ils sont encore là et nous font vivre des moments exceptionnels. Et il y a un petit quelque chose sur lequel j'aimerais insister, c'est le match de Rob Gronkowski contre Washington. Son bloc face à la ligne défensive de Washington qui était extraordinaire, son envie de protéger à tout prix, coûte que coûte, contre le monstre Chase Young, Tom Brady, je pense que c'est exceptionnel et c'est quelque chose qui peut être important encore parce que c'est un joueur qui sait se transcender et Brady c'est pareil, ils savent se transcender dans les moments difficiles, il sait se mettre complètement au service de son roi et il l'a fait et je pense qu'il va devoir le refaire parce que la défense des Saints en blitz, c'est terrible et c'est une défense qui met énormément de pression. Donc il va falloir que ça tienne et si ça tient, bah, si ça tient, c'est là où ça devient terrible. Si ça tient, derrière, le secondary des Saints est excellent aussi. Non, mais je veux dire, c'est ça où cette équipe des Saints, c'est là où je rejoins Michael, ils sont ultra complets. Je vois pas un domaine du jeu dans lequel ils sont pas excellents. Hein. Je dirais, c'est ce qui va les porter, malgré tout le reste. Ouais. Non, mais je te rejoins complètement. Et Michael, oui. Non, mais comme disait Damien, hein, et moi, c'est cette O-line qui m'impressionne aussi du côté des Saints.
elle est vraiment exceptionnelle et c'est aussi pour ça que Breeze peut jouer à ce niveau-là. C'est aussi parce qu'il est très très bien protégé. Et je pense que ça va être aussi l'un des éléments clés pour ces deux quarterbacks. On sait que c'est des quarterbacks qui aiment rester dans la poche et lancer tranquillement, presque dans un fauteuil. Et une chose est claire, s'ils peuvent le faire dans ce match, je pense qu'on va avoir un festival offensif des deux côtés. Ça va juste être excellent pour le spectacle. Ouais, ESPN aujourd'hui, justement, Damien, tu as complètement raison. Ils ont souligné aussi, sans doute pour eux, le facteur X, au-delà d'Antonio Brown et de Chris Godwin et de tous les receveurs que Brady, dont Brady a sa disposition, pardon. C'était le match de Rob Gronkowski, justement, qui serait sans doute le facteur X de ce match et comment il allait protéger de nouveau Tom Brady. Et puis après, du côté receveur, comment il allait pouvoir aussi se défaire de cette défense des Saints. Et si on part sur Antonio Brown, qui, voilà, on sait quand il a été signé par les Buccaneers, on se souvient de s'être tous posé la question, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire avec toutes les phrases, est-ce qu'il est encore au niveau, etc. Eh bien, sur les derniers matchs des Buccaneers, c'est tout simplement le meilleur en nombre de touchdowns inscrits. C'est le deuxième meilleur en termes de yards à la passe parcouru. Ça a été vraiment un très très un bon pari, pardon, pour les Buccaneers. Et il sera sans doute assez précieux aussi dans ce match-là. Lucas, tu nous as pas donné ton avis sur ce match-là, sur ce match de papy. Bon, quand ils ont commencé, toi, tu devais être encore à l'école primaire, sans doute, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en penses, toi? C'est simple, la première année de Tom Brady au Super Bowl, je venais de naître, donc c'est en 2002, je suis né en 2002. Donc ouais, je les ai vraiment connus sur leur fin et j'ai malheureusement pas pu avoir la chance de les voir en direct. Moi, si je devrais revenir sur ce match-là, c'est le match peut-être le plus compliqué à prédire parce que depuis leurs deux premières rencontres, beaucoup de choses ont changé. On a la défense de Tampa Bay qui semble s'effriter semaine après semaine. On a vu contre Washington, c'était pas fabuleux de ce côté-là du ballon, alors que leur attaque, elle, semble arriver à son paroxysme avec un Tom Brady bien meilleur que sur le début de saison. Donc ce match sera vraiment différent de ce qu'on a déjà eu. Après, est-ce que le vainqueur sera une nouvelle fois les Saints? Pourquoi pas, hein, ça ne me surprendrait pas, comme l'a dit Michael. Mais il y a beaucoup d'interrogations sur cette rencontre. Il faudra évidemment continuer ce qu'ils savent faire le mieux en ce moment, c'est-à-dire faire des différences grâce à cette défense. Après, pour les Bucks, il faut impérativement réussir à trouver la solution en attaque parce que je ne vois pas la défense réduire New Orleans suffisamment pour remporter le match. Ouais, donc Tom Brady doit faire un gros match en attaque pour espérer sortir vainqueur. Mais on sait qu'attaquer cette défense des Saints, c'est loin d'être une chose simple. C'est pour ça que moi, j'arrive pas encore à sortir de gagnant. Tout peut se faire dans cette partie. Les équipes, elles se connaissent bien, les équipes ne s'aiment pas. Tom Brady revanchard parce que il s'était fait tuer sur place publique après cette déroute 38-3 en week 9, comme tu l'as dit, Charles. Ouais. Ouais, ça va être un match important. Après, on sait que peut-être c'est aussi la dernière pour un des deux joueurs. Ouais, tout est possible dans cette rencontre. Et c'est un match vraiment grandiose et il ne faudra pas le louper parce que je pense que l'histoire va se marquer sur ce match. Ouais, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit les deux peut-être déjà s'affronter et peut-être jouer tout court au football américain. Michael? J'allais dire, on peut même pas invoquer en plus l'argument de l'expérience pour déterminer le vainqueur, parce qu'il y a tellement d'expérience des deux côtés que... Alors peut-être Tom Brady, parce qu'il a l'habitude des grands moments et des Super Bowls, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a tellement d'années d'expérience chez tous ces joueurs que c'est même pas l'argument qui peut faire pencher la balance. Damien? Oui, je suis d'accord sur tout ça, même si c'est vrai que les Saints, ces dernières années, ont un petit peu eu du mal à confirmer. Donc, au moment, même l'an dernier, quand ils arrivent contre les Vikings, on se dit, bon, bah, quel est le défaut de cette équipe? Il n'y en a pas. Ils sont très bons en défense, ils sont très bons en attaque, et pourtant, ils arrivent à se faire battre. Mais bon, là,
C'est très difficile à prédire et j'avoue être dans la même situation que Lucas où j'ai vraiment du mal à trouver un vainqueur potentiel, même si les Saints sortent du lot. Mais je voulais revenir sur une chose et je trouve que on parlait du Factor X pour Tampa Bay. Le Factor X des Saints, pour moi, c'est vraiment le retour de Michael Thomas qui fait énormément de bien en attaque à cette équipe. C'est vraiment la cible, le receveur numéro 1 qui évidemment crée des espaces pour les autres. Et puis c'est vraiment le receveur qui manquait, c'est la petite chose, le petit grain de sel qui manquait à cette équipe. Au final, il a été absent quasiment toute la saison. Et malgré ça, les Saints ont été terribles en attaque. Donc avec Michael Thomas, qui est en plus un des meilleurs receveurs de la ligue, les Saints sont encore plus impressionnants. Lucas, tu voulais ajouter? Ouais, comme l'a dit Damien, Michael Thomas revient. Michael Thomas n'est pas au niveau auquel on s'attendait parce que voilà, mais par son aura, par son nom, par sa legacy, j'ai envie de dire, euh, fait en sorte que les défenses gardent un œil sur lui, le craignent vraiment. Et derrière, il y a d'autres receveurs beaucoup moins médiatisés, exposés, j'ai envie de dire, qui sont capables de faire des différences aussi. Emmanuel Sanders, il y a aussi il y a aussi Smith qui est capable, le petit receveur très, très rapide, très vif, qui a du feu dans les jambes et qui est capable aussi d'exploits, comme on l'a vu face aux Bears. Michael, tu voulais réagir là-dessus? Pour moi, c'est l'une de ces clés hein, de ce match. C'est Michael Thomas, pour moi, il a exactement le même rôle que Davante Adams aux Packers. C'est la star et le joueur vraiment qui va être regardé par la défense des Buccaneers. Et c'est ce qui doit derrière libérer d'autres joueurs comme Emmanuel Sanders pour justement créer du jeu. Même Alvin Kamara, hein, qui est un running back qui joue très très bien aussi en réception. C'est ces joueurs-là qui derrière peuvent faire la différence parce que Michael Thomas va attirer la défense. Vous avez donné tous les arguments. Qui gagne à la fin? Michael? Les Saints. Donc, Papy brise. Damien? Allez, les Saints aussi. C'est bien, tu te mouilles. Lucas? J'avais les Saints, mais pour faire un peu différent, on va dire les Bucks. Les Bucks. On t'a pas convaincu. Non, mais c'est vrai que là, jusque-là, moi-même, de mon côté, j'arrivais pas à trouver de grand vainqueur. Ouais, ça va J'ai être pas très- les codes sous les yeux, mais ça doit se jouer à rien Ah bah, au niveau du favori. je vais te dire ça. Ouais. Peut-être les Bucks parce qu'ils sont sur une lancée complètement folle en attaque et que même contre la défense de Washington, ils sont parvenus à installer leur jeu tranquillement. Ouais, moi j'ai envie de voir les Bucks. En plus de ça, s'ils arrivent à retrouver un Leonard Fournette comme le même Leonard Fournette qu'on a vu face à Washington, ils auront vraiment une attaque très très complète et qui peut, même face à une défense des Saints très redoutable et parmi les meilleurs, ils vont réussir à scorer un minimum. Et ouais, de l'autre côté, en plus de ça, on a vu contre Chicago, l'attaque de New Orleans n'a pas réussi à retrouver le niveau qu'on attendait d'elle. S'ils montrent le même visage, ça risque d'être compliqué. Donc si on fait un petit point, puisqu'on tu parlais des cotes, Lucas, sur l'ensemble de ces matchs. Donc on revient, on fait le petit point Paris sportif. Les Packers sont donnés favoris de 6,5 points. Je trouve ça assez étonnant, tout de même, quand même, face à la défense des Rams. Les Bills sont donnés vainqueurs avec 2,5 points d'écart. Les Chiefs sont donnés gagnants avec 10 points d'écart. Donc à nouveau un énorme écart. Et sur le match qu'on vient de dérouler, ce sont les Saints qui sont donnés vainqueurs avec 3 points d'écart. Donc, on va dire 2 matchs assez serrés, une cote pour Green Bay qui me paraît peut-être un petit peu élevée compte tenu du dernier match des Rams. Et puis, c'est pour ça que je vous parlais d'un blowout pour les Chiefs. Les Chiefs donnés vainqueurs assez largement. Messieurs, on a passé en revue les 4 matchs qui auront lieu du coup à partir de samedi. Petit instant historique. Est-ce que on pourrait revenir, et c'est ce que je vous ai demandé en amont de l'émission pour la préparer,
Est-ce que vous pourriez me donner un match, le plus beau match pour vous que vous avez pu voir ou, euh, ou voir des highlights ou entendre parler d'un divisional round? En particulier, Michael, toi, on remonte un petit peu. D'ailleurs, Lucas était tout petit. Et oui, avec mon grand âge, on est obligé de remonter un peu dans le temps. Moi qui ai grandi avec Brett Favre, c'est le joueur qui m'a fait aimer ce sport. Je voudrais revenir en 2007, quand Green Bay justement jouait les Seahawks. Alors des Seahawks de certains joueurs que Lucas ne connaîtra probablement pas. Leur quarterback, c'était Matt Hasselbeck, pour ceux qui s'en rappellent. Et ils avaient Oh aussi là 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 là. Sean Alexander en tant que running back. Et du côté du coup des Packers, c'était Brett Favre, la star et le quarterback. Le numéro 4. Et exactement. Et je reviens dessus parce que c'est sa dernière victoire en playoff avec les Packers. Les Packers avaient remporté le match 42-20. Mais surtout, le match a été un peu fou puisqu'il a démarré dans le froid. À Green Bay, rien de très surprenant à cette époque de l'année. Mais au milieu du premier quart-temps, il y a eu une tempête de neige et le match s'est terminé sous 10 cm de neige. Un match complètement fou où justement tout s'était joué finalement sur le jeu de course. Et c'est ce qui avait permis aux Packers de gagner. Brett Favre avait quand même lancé 3 touchdowns sur la rencontre, mais le match avait été fou. Les quarterbacks avaient le ballon qui glissait de leurs mains pendant la rencontre. Enfin, c'était juste hallucinant. Et pour moi, oui, ça reste un souvenir parce que ça reste la dernière victoire de Favre en playoff avec les Packers. Et ensuite, il avait quitté l'équipe et laissé le flambeau à Aaron Rodgers. Pour partir aux Vikings, en plus, de mémoire. Exactement, Ouais. exactement. J'ai Et les il news. avait perdu le tour d'après contre les Giants qui avaient été champions par la suite avec Eli Manning. Et lui était parti aux Vikings, exactement. Toi, Damien, tu as un match plus récent et qui date de l'année dernière. Oui, oui, je suis un grand fan d'histoire, mais là, je suis allé chercher il y a un an. C'était les Chiefs contre les Texans. Et ce match incroyable, ce 51-31, avec les Texans qui mènent 21-rien. Je me rappelle à ce moment-là, je me suis dit, oh mince, c'est fini. Je sais pas si je pourrais continuer à regarder, parce qu'en plus, j'ai cours le lendemain, il faut que je me lève, j'ai du travail, etc. J'ai dit, oh là là, c'est terrible. J'avais tellement hâte de regarder ce match, et puis 21-0, c'est plié comme ça. Mahomes va pas avoir son Super Bowl. J'étais triste, j'étais vraiment triste. Et puis ils sont remontés, et puis plus rien n'a pu les arrêter. Et puis après ce match, c'était clair que vraiment, pour aller les chercher, ça allait être impossible. Et je pense que c'est sûrement là qu'a émergé cette espèce d'aura d'invincibilité des Chiefs. C'est un match dont on parlera dans les années à venir et au fil du temps comme le match de référence pour Mahomes, qui a montré que malgré 21 points d'écart, ils peuvent quand même gagner contre une Ça le équipe. gênait pas trop, ouais. Non, non, c'est pas tant un problème que ça contre une équipe qui avait été excellente. Ouais. Et puisque j'y suis, je veux pas faire trop de mal aux fans des Texans, mais j'y pensais quand je réfléchissais à tout ça. C'est une tristesse terrible ce qui se passe en un an. Cette équipe Ouais. qui mène de 21-0 contre les Chiefs, qui est en bonne position pour battre l'équipe qui va gagner le Super Bowl, qui se retrouve complètement perdue, sans rien, avec un quarterback, on ne sait pas s'il va rester. C'est d'une tristesse terrible. Voilà. Bon, j'ai pas envie de finir sur une note triste, c'était quand même un très beau match et On a j'espère failli pleurer. Merci, Damien. Et on va terminer du coup avec Lucas. Toi aussi, un match de l'année dernière. Ouais, je vais rejoindre Damien. Divisional round en AFC, c'était les Ravens face aux Titans. Déjà, le match d'avant, le wildcard, quand les Titans sortent les Patriots, ça a surpris tout le monde avec ce match un peu fou où je crois que Tannehill lance même pas pour 20 passes. Ça a surpris, ça m'a surpris. Et les voir réitérer cet exploit face aux Ravens, ça a surpris encore plus de monde, hein, surtout qu'ils étaient donnés ultra favoris. C'était la saison de MVP de Lamar. C'était le match à Baltimore. C'était en sortie de bye week pour Baltimore. Où tous les signaux étaient ouverts pour les Ravens. Et puis, il y a cette espèce de monstre-là qui est Derrick Henry qui a fait taire tous les débats et qui a
qui a qualifié les Titans en finale de conférence face aux Chiefs. Quand même, c'était pas rien. C'était 2 fois de suite, ils sont pas favoris et ils passent. Et moi, ça m'a vraiment surpris, ça m'a marqué et ça va rester dans ma mémoire en tout cas. Ouais, d'autant que si ma mémoire est bonne, les Titans se sont qualifiés à la dernière journée face aux Texans. Ils étaient absolument pas donnés. Ils finissent avec un bilan, je crois, de 9-7. Enfin, pas un bilan extraordinaire ou comme cette année où ils ont fini à 11-5. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, effectivement, c'était la grosse surprise et on n'avait pas eu peur pour les Chiefs, surtout après ce qu'ils avaient fait, mais quand même. Très bien. Eh ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ce nouvel épisode et toutes ces analyses sur les matchs de ce week-end. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler ce coup-ci des finales de conférence. On verra si vos pronos étaient bons. D'ailleurs, je les ai notés, hein. On commencera par ça pour vous afficher sur la place publique si vous aviez dit n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps et d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du podcast de The Free Agent.